On va pouvoir lancer donc maintenant la table ronde. Donc, je vais inviter directement Sana Nalla, donc, qui est Head of Group Academic Relations de chez Engie. Je vais inviter également Géraldine Petit, qui est directrice carrière et marketing de chez HEC Alumni. Guy Delcroix, responsable service carrière de chez Centrale Supélec Alumni. Vas-y, je t'en prie. Et Laurent Bordet, qui malheureusement ne peut pas être là à cause du Covid, mais qui, en tout cas, on va essayer de relayer un peu ces différents éléments qu'il nous a apportés, qui, lui, est vice-président vie des campus de l'Université d'Angers et chargé des relations entreprises IAE d'Angers. Donc, je vous invite à vous asseoir si vous le souhaitez. Il y a un micro qui a dû être laissé. Voilà, très bien. Donc, avant de commencer cette table ronde donc autour de justement la thématique de quelle place doivent prendre les réseaux alumni et les écoles dans le monde du travail aujourd'hui, comme vous le savez tous, on est partenaire de Welcome to the Jungle, qui devait intervenir mais qui ne pouvait pas non plus. Par contre, ils sont quand même prêtés à un système de questions-réponses autour de cette thématique. Et donc, on va les écouter avant de lancer cette table ronde. Bonjour, je suis Adrien, Head of Sales chez Welcome to the Jungle. On voit deux tendances émerger sur le marché du recrutement en France. La première, c'est la flexibilité dans les organisations du temps de travail. Aujourd'hui, on a de plus en plus de sociétés qui tentent des choses nouvelles, la semaine de 4 jours par exemple, ou un réaménagement du temps de travail. Et ça, c'est lié à une volonté d'équilibrer de plus en plus l'équilibre vie pro-perso. La deuxième, c'est le télétravail. On avait déjà précédemment pu voir une grosse tendance qui a été renforcée avec la période sanitaire qu'on a vécue. Et aujourd'hui, on a un tiers des offres sur le marché qui proposent des options liées au télétravail, ou en tout cas avec cette flexibilité du travail hybride, du full remote, ou pouvoir travailler 1 ou 2 jours chez soi par semaine. L'autre grande tendance, c'est l'inversement de l'offre et de la demande dans le recrutement. On voit aujourd'hui des équipes de talent acquisition ou des équipes RH qui s'organisent comme des équipes commerciales pour pouvoir communiquer, prospecter sur les réseaux sociaux pour pouvoir séduire les candidats. La tendance numéro 1 aujourd'hui chez les candidats, c'est d'aller chercher du sens au travail. Comment est-ce que ça se traduit? On a aujourd'hui des candidats qui vont aller chercher de l'information sur les valeurs de la société, sur l'engagement écologique, sur la flexibilité du temps de travail et toutes les actions qui pourraient être menées sur l'inclusion, la diversité. C'est ça aujourd'hui que les gens recherchent. On a 3 exemples d'entreprises aujourd'hui qui communiquent sur des avantages pour les collaborateurs. Le premier, c'est le groupe Sarbacane qui va communiquer sur l'équilibre vie perso-pro, qui met en lumière par exemple sa crèche d'entreprise et comment est-ce qu'ils focalisent leurs efforts sur la parentalité. Le second, c'est les opticiens Atoll qui ont une politique de RSE ambitieuse et qui communiquent sur les actions qu'ils mènent en France et à l'étranger sur la production de lunettes pour les personnes atteintes de déficit visuel. Et puis le troisième, c'est le groupe Partenaire Promotion qui met en lumière sa charte de diversité et d'égalité des chances directement sur Welcome to the Jungle. Il y a 2 cartes à jouer aujourd'hui pour les écoles et les réseaux d'alumni. La première carte, c'est de pouvoir favoriser l'intégration et l'insertion professionnelle. On va prolonger la camaraderie qui aura pu être expérimentée sur les bancs de l'école. Et puis, ça sera grâce à ces premiers contacts et ce réseau qu'on va pouvoir peut-être trouver sa première opportunité professionnelle. Et puis, la deuxième, aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans les carrières linéaires. On a différentes phases de vie, on a différentes expériences et donc de multiples opportunités de pouvoir avoir une nouvelle expérience professionnelle. Et on va pouvoir s'appuyer sur ces réseaux solides, des réseaux qui sont animés pour pouvoir, pourquoi pas, trouver sa prochaine aventure. Donc ça, c'était un peu le constat en tout cas de Welcome to the Jungle. Nous, on a souhaité justement aussi, au niveau de la table ronde, d'avoir un maximum de points de vue. Donc là, on a école d'ingénieurs, enfin association d'écoles d'ingénieurs, association d'écoles de commerce. On a l'université, malheureusement, avec Laurent Bordet, mais on va quand même relayer en tout cas ces différents propos. Et bien sûr, le monde de l'entreprise. Déjà, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole parmi vous pour juste dire ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été indiqué, notamment autour de comment vous, en tant qu'association, ou vous, en tant qu'entreprise, vous vous êtes adapté par rapport aux tendances du marché qu'on a pu entendre. Est-ce que peut-être Géraldine ou Guy? Oui, je peux en parler. Alors, j'ai noté effectivement une évolution importante, le télétravail,
Alors, je pense que crise Covid, on l'a tous eu le 12 mars 2020. Moi, du jour au lendemain, j'ai basculé tous les services carrières. Les services du service carrière, j'ai basculé en télétravail. Bon, j'utilisais Zoom déjà depuis 2017, donc je n'étais pas un novice dans le domaine. Et donc, voilà, basculement immédiat. Ça veut dire des groupes qui se réunissaient en présentiel, des groupes, mon groupe de chercheurs actifs qui se réunit tous les lundis matins, eh bien, je l'ai basculé en distanciel. Ça s'est très, très bien passé. Des réunions réseau que nous faisions pour justement échanger des contacts entre une vingtaine d'alumni de différentes écoles d'ailleurs, eh bien, nous les avons basculés en distanciel et on continue à le faire parce qu'on a trouvé finalement que c'était beaucoup plus efficace que le faire en présentiel. Voilà, donc déjà un changement profond lié au Covid. Et il est vrai que maintenant, les réunions hybrides, c'est compliqué. On y arrive, mais je pense qu'on ne reviendra pas comme avant. Bonjour. Alors moi, pour rebondir sur ce que disait la personne de Welcome to the Jungle, fin 2019, donc avant le Covid, on a interrogé nos alumni pour savoir un peu leurs besoins et leurs attentes en termes de carrière, sachant qu'HEC Alumni, c'est 70 000 personnes, dont un tiers à l'international, avec naturellement une amplitude d'âge assez importante. Donc, il nous semble intéressant de voir comment voilà, leur perception et les attentes en termes de carrière. Et ça rejoint complètement ce que disait Welcome to the Jungle, des attentes d'équilibre pro-perso, une quête de sens, et les attentes vis-à-vis du réseau ne s'arrêtaient pas uniquement à la recherche d'emploi, mais à un accompagnement et un équilibre, pardon, j'ai très soif, un équilibre dans l'accompagnement pro-perso. Donc, on a travaillé là-dessus, et entre autres, c'est passé par un changement de marque. On est passé d'HEC Alumni Carrière à HEC Life Project pour insister sur la notion d'accompagnement pro et perso. Et après, je reviendrai peut-être sur la déclinaison des services. Merci beaucoup, j'ai un chat dans la gorge. Merci. La déclinaison des services qui vont justement avec ce changement de monde. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, en première impression, comme ça, c'est vrai que Welcome to the Jungle répond totalement à tous les points les plus spécifiques qui répondent en tout cas au marché global des cols blancs, parce que là, on est plutôt sur des cols blancs. En tant qu'entreprise, en tout cas chez Engie, le réseau des alumni, les alumni, c'est quelque chose de nouveau chez nous. Ce n'est pas une pratique courante, en tout cas dans les grands groupes. Je n'ai pas vraiment la connaissance qui se passe dans les petites entreprises ou les moyennes entreprises, en tout cas dans les grands groupes, parce que c'est mes interlocuteurs et c'est avec eux que j'échange. Ce n'est pas une pratique courante. En revanche, on sait aujourd'hui, surtout notamment face à une situation du marché du travail, que c'est une des réponses à la tension du marché du travail qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tout à fait, c'est pas la réponse globale, mais sur un certain public, celui que vous représentez aujourd'hui, c'est une grande réponse à la question. Et je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais juste voilà, entre parenthèses quand même, pour vous présenter qu'est-ce que c'est qu'Engie. Engie, c'est 171 000 collaborateurs dans le monde, dans 74 000 pays. C'est un tiers de profils techniques. Les profils techniques, c'est des métiers qui sont pénuriques, c'est même pas en tension, c'est un métier pénurique. Et on a expérimenté, il y a maintenant 4-5 ans, un réseau d'ambassadeurs techniciens. Et à ce moment-là, j'étais en charge de la stratégie de recrutement dans le groupe. Et on s'avère qu'on a eu aujourd'hui des retours très efficaces sur la notion de réseau, sur la notion d'ambassadeur. Donc, quand j'ai pris, je suis responsable des relations académiques pour le groupe aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, que je travaille avec vous, parce que au-delà, effectivement, et ça vous allez peut-être le confirmer, mais au-delà, c'est quelque chose de nouveau dans les groupes, les réseaux alumni, mais on n'a pas non plus, on n'est pas outillé, déjà en interne, et en externe, vous êtes très peu. Donc du coup, voilà, on travaille ensemble et vous répondez effectivement à une de nos grandes préoccupations.
C'est vrai que côté Alumforce, on a vu vraiment en tout cas un positionnement qui a un peu bougé, c'est-à-dire que historiquement, les entreprises recevaient les candidatures non-stop. Elles ont dû un peu se réinventer dans le sens où on a de moins en moins de candidatures, de moins en moins qualifiées, pas forcément des profils qu'on recherche. Et donc, il a fallu justement qu'elles inversent un peu la tendance. C'est d'ailleurs d'où le fait qu'on a de plus en plus de Relation Academic Officers qui se créent dans les entreprises pour directement travailler en lien assez serré et étroit avec des écoles cibles. Mais après, on en parlera aussi, et surtout des écoles de plus en plus larges pour avoir un maximum de diversité au niveau des profils. Donc, c'est vrai que c'est une tendance aussi que nous, on observe en tant qu'Alumforce. On a de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous. On peut citer la Fondation L'Oréal, donc Engie a été dans les premiers, il y a eu Adecco aussi. Donc, c'est vraiment une tendance en tout cas qu'on observe. Et à chaque fois, la tendance, c'est OK, on a besoin de gérer nos réseaux alumni parce que ce sont des anciens d'école et on veut recruter dans ces écoles. Donc, on a vraiment un circuit qui est en train aussi de se créer. On parlait d'adaptabilité, on a parlé problème de secteur public, tu en as parlé. On a parlé des conditions de travail, quête de sens, inversement d'offres et de demande, diversité des profils. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous essayez d'y remédier? Alors déjà, d'une part, côté peut-être entreprise. Ouais, je vais garder le micro, c'est peut-être plus pratique, je vous le file juste après, promis. Côté entreprise, c'est vrai qu'on a tendance à dire... Alors, moi, c'est très personnel, mais en même temps, c'est basé sur une expérience. On a tendance à dire aujourd'hui que les profils 4 sont un marché en tension. Ce qui est plus problématique dans un marché de l'emploi, c'est quand on n'a pas d'emploi à proposer. Là, aujourd'hui, avec une renaissance après Covid, on a effectivement beaucoup plus... Enfin, on a des intentions de recrutement qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'il l'a été il y a 2-3 ans. Bon, je précise quand même que chez Engie, nous, on n'a pas du tout renoncé sur les profils d'alternants, en tout cas sur les contrats d'alternance et les intentions de recrutement qu'on avait, parce qu'on a des obligations, on a des objectifs qui sont ambitieux d'ailleurs, mais on a une obligation de répondre à 10% d'alternance en effectif et en stage quand le minimum légal est de 5%, parce que c'est un parti pris. Aujourd'hui, on a un objectif stratégique pour le groupe, c'est de miser sur la jeunesse. Aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'on a tendance à entendre qu'on est dans une tension parce qu'on n'a pas assez de profils, et notamment qualifiés, et c'est une vérité. En revanche, on a des profils, les offres sont là, et moi, je le vois sur nos candidatures. Effectivement, on n'a pas forcément le mouton à 5 pattes. En revanche, ce qu'on va chercher, et c'est ce que je vous dis, parce que là, aujourd'hui, vous êtes tous, beaucoup de grandes écoles, de grandes écoles d'ingénieurs, etc., et de commerce, des universités. C'est un message fort, en tout cas, de la part de nos entreprises, c'est miser sur la diversité. La diversité, on en entend parler depuis des années et des années. Derrière, qu'est-ce qu'on fait réellement? Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas, en tout cas nous c'est un parti pris, on ne va pas miser sur l'expérience, le background. Des fois on va demander à ce que le candidat ait 5 à 10 ans d'expérience. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas aussi élargir ce spectre-là, miser peut-être un peu plus sur le potentiel, surtout peut-être au-delà des compétences? Derrière, comme tu le disais, on a une liste d'écoles cibles qui sont basées sur notre besoin en compétences. Et notamment, on a une majorité avec qui on a des partenariats avec les écoles d'ingénieurs parce que c'est un plus grand public chez nous, des talents qui représentent une majorité. Mais derrière, on s'assure, avant de signer un partenariat avec une entreprise, avec une école, ou bien avant de mettre ensemble des actions avec des points de convergence, sinon on ne le ferait pas, c'est de s'assurer derrière que vous avez aussi une politique de diversité qui réponde à nos besoins. Donc ça passe, parce que nous on a besoin de gens qualifiés, c'est des gens formés, qui ont la compétence, qui ont la théorie. Maintenant, c'est à nous de les mettre en pratique, mais derrière, on a quand même besoin d'avoir une certaine qualité. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos diplômés qu'on pourra répondre à nos besoins. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est qu'effectivement, au lieu d'éviter d'aller recruter à l'international, en France, on a quand même les talents qu'il faut. Peut-être ouvrir le spectre des admissions sur les grandes écoles pour qu'on puisse après les recruter chez nous.
Tu nous disais la dernière fois, quand on avait échangé, que justement, quand tu parlais des diversités des profils, c'est certes au niveau de la personne en elle-même, mais également au niveau des profils, donc des écoles cibles, que vous allez ouvrir vers justement les universités, les IAE. Absolument, oui. Alors, pour la petite anecdote, un jour, je parlais avec mon chef, le DRH du groupe, et qui me dit, tu sais, Sana, à l'époque, ça c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué, parce que c'est ce que j'ai connu juste après. Donc, il me dit, tu sais, Sana, moi j'ai été nommée sur mon poste avec un critère de diversité. Pour ne pas le nommer, Pierre de Héninck. Ah bon? Oui, parce que j'ai fait une université. Voilà. Moi-même, je suis d'un parcours universitaire. Et vous savez, en entreprise, on a le plafond de verre. Bon, ça, c'est très culturel, c'est très franco-français. Mais un jour, quand j'ai prétendu, j'étais peut-être ambitieuse, et voilà, j'ai prétendu à un poste à responsabilité, on m'a dit, mais tu n'as fait qu'une fac. Bah, j'ai joué le jeu. Hein. À cette époque, j'étais encore trop jeune pour me battre sur mes convictions et puis porter une légitimité. Donc, je suis retournée sur les bancs d'école. Donc, j'ai fait une grande école. Et j'en suis fière aussi parce que ça m'a donné un autre aspect, voilà, du parcours universitaire. En revanche, maintenant, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. On ne sait pas, mais tu es là en tout cas. Mais il y a la réponse dans la question. Après, oui, quand j'ai repris, alors ça par contre c'est quelque chose que j'aimerais préciser quand même, mais quand j'ai pris mon poste sur les relations académiques, l'activité de relations académiques liée à une réorganisation en interne chez nous avait totalement disparu. Donc, messieurs, dames des grandes écoles, vous n'entendez plus parler d'Engie sur les événements, sur les rencontres, etc. Ce qui est normal, il n'y avait plus personne qui s'en occupait chez nous. Force est de constater que la demande en interne et en externe se voyait montante. Donc, du coup, on a recréé ce service de relations académiques et aujourd'hui, on se rend compte de la différence finalement. Mais quand j'ai récupéré la liste des grandes écoles, c'était que des écoles élitistes. Ce n'est pas une critique, c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de recruter des clones chez nous. On a tendance à dire le board, il est issu de Polytechnique, pour ne pas les citer, on va recruter que des Polytech, des X. Non, il y a aussi d'autres talents avec d'autres potentiels ailleurs. Encore une fois, ce n'est pas un reproche pour Polytechnique, mais il y a aussi d'autres écoles. Derrière, alors, en revanche, nous avons aussi besoin des écoles élitistes, telles que celle-ci, parce qu'il y a un niveau de formation, une qualité de formation qui n'existerait pas ailleurs. Aujourd'hui, moi, j'ai signé un partenariat avec, quand je dis aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai signé un partenariat avec Centrale Supélec, qui reste une grande école d'ingénieurs et qui répond fortement à nos besoins. Pourquoi ? Ah oui, vous représentez Centrale. Alors ça, c'est tout moi. Ça reste une grande école. Non, mais alors, vraiment, c'est un concours de circonstances que je n'avais plus du tout les noms en tête. McGregor est quand même centralienne, c'est la présidente d'Engie. Donc attention à ce que vous dites. Non, mais bien sûr. Mais Catherine qui m'a accompagnée aux mines la dernière fois, qui me dit, mais regarde ce qui se passe chez eux, ou bon, c'est encore une grande école, mais l'IFP aussi, avec Jean-Pierre Clamadieu, qui est quand même aussi notre DG. Donc, pour en revenir au partenariat avec Centrale Supélec, je pense que ça va vous plaire ce que je vais dire en plus. Voilà, c'est des relations qu'on établit depuis un certain temps, c'est long. Hein. Et à un moment donné, oui, on leur demande qu'est-ce que vous faites dans la diversité concrètement. Ils organisent, et on va en tout cas, j'aimerais faire cette action avec eux, c'est de faire des summer camps avec les lycéens qui sont issus des écoles, de là où ils n'auraient pas forcément l'opportunité plus naturelle de rentrer dans cette école-là pendant tout l'été. Et là, ça va leur permettre de dénicher des potentiels et nous-mêmes d'aller les recruter en alternance, en stage, puis peut-être sur un CDI derrière. Voilà. Donc, nous, on est là aussi, on les accompagne parce que ce n'est pas pour aller les récupérer d'emblée, mais c'est aussi travailler sur l'employabilité. Nous, les 10% d'alternance, à un moment donné, on avait estimé un taux de reconversion de 50% derrière, mais aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'être employables. Et c'est la même chose. Nous sommes un groupe du CAC 40. On est un groupe
élitiste aussi pour certains candidats. Mais on s'est remis en cause là-dessus. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Géraldine, tu parlais justement de HEC Carrière qui a changé en HEC Life Project. Pourquoi et qu'est-ce que c'est que le HEC Life Project, pour se réinventer en tout cas? C'est vraiment lié à ce constat de le temps des carrières est révolu et aujourd'hui, on n'a plus de parcours linéaire. Je pense qu'autour de la table, on a changé tous un certain nombre de fois d'entreprise ou si ce n'est pas encore le cas pour les plus jeunes, vous serez amenés à changer, de passer de salarié à l'entrepreneuriat, au freelance. Et finalement, c'est ce qu'on rencontre dans toutes les rencontres avec nos alumni, les plus anciens comme les plus jeunes. Il y a vraiment cette volonté d'équilibre pro-perso et de bien-être. Ce qui fait que par rapport à ce que disait Sana, c'est l'employabilité, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que là, ceux qui sortent d'HEC, ils ont effectivement un diplôme qui ouvrait toutes les portes et qui ouvre globalement encore beaucoup de portes. Mais aujourd'hui, les cabinets de conseil, les cabinets d'audit ne sont pas du tout les entreprises dans lesquelles les diplômés ont envie d'aller. Les entreprises du CAC 40 ne sont pas forcément non plus les entreprises où spontanément ils ont envie d'aller. Donc, le travail d'employabilité est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que votre boulot, Sana, est essentiel et c'est très bien que le poste ait été recréé de nouveau. Parce que vous avez ce travail de marque employeur, comment faire venir des diplômés, quelles que soient les écoles. Et puis, le rôle des associations aujourd'hui, c'est comment développer les soft skills. Ils sortent de l'école, ils ont les compétences, ils ont la formation académique. Après, comment je m'adapte dans des petites structures, comment je vais faire pour justement allier cet équilibre pro-perso. Voilà. Et pourquoi Life Project? C'est effectivement, nous, tous les services et tout l'accompagnement qu'on met à disposition, c'est pour trouver cet équilibre d'accompagnement, d'écoute. On travaille de plus en plus sur le coaching. Auparavant, c'était très lié, alors soit aux élites, soit aux personnes en grande difficulté. Aujourd'hui, ça devient presque la norme de se faire accompagner pour justement trouver cet équilibre. Comment je vais accepter de travailler dans un grand groupe ou au contraire, comment faire le choix de partir courir le monde après avoir fait une grande école. Donc voilà, c'est tout cet accompagnement pro et perso qu'on essaye de développer au sein de l'association pour, en partenariat avec les entreprises, trouver un juste équilibre pour que voilà, on soit bien partenaire entre les deux. Guy, quand on en avait discuté, tu nous as parlé aussi de tout ce qui est groupe manager en transition, que ça avait pas mal évolué. Comment tu as structuré ça au sein de Centrale Supélec Alumni? Voilà, et ça me permet de rebondir un peu sur les propos de Sana. Parce que, comme vous l'avez vu, moi, j'ai un peu les cheveux gris. Je m'aperçois que dans la salle, il y en a plusieurs également. Et je pense qu'à 72 ans, je ne m'estime pas complètement cuit ni has-been. Et donc, la diversité, Sana, c'est aussi une diversité de l'âge. Alors, j'ai eu peur parce que dans le début de son propos, elle a parlé que de jeunes. À Engie, on n'embauche que des jeunes. J'ai dit, Walou, qu'est-ce que je fous là? Parce que je n'ai pas envie d'être embauché chez Engie. Mais par contre, j'ai un certain nombre de quinquas et quinquas plus qu'on accompagne, nous, au service carrière de Centrale Supélec, qui ont des compétences, de l'expérience, qui ne sont pas cuits et qui seraient très bien chez vous. Alors, c'est vrai qu'on l'a constaté, ça n'embauche plus par la façon traditionnelle. Le job board, les offres publiées, on ne dit pas il nous faut un mec qui a plus de 60 balais pour venir bosser chez nous. Ça, nulle part, on en trouvera. Enfin, je pourrais faire une recherche, hein, mais ce n'est pas évident du tout. Par contre, et c'est là où j'ai réagi, moi, il y a 4 ans, j'ai créé un groupe de managers transition. Ils sont maintenant 160. Ils chassent en meute. Donc, ils font un peu le boulot des cabinets de management de transition parce qu'ils ont leur réseau et parce que dès qu'une offre de mission apparaît quelque part, eh ben, il y en a un qui dit « Ok, voilà ce qui se passe, voilà quelle entreprise a besoin ». Et par WhatsApp, dans les 5 minutes, on a 1 ou 2 gars qui vont immédiatement se préparer et se présenter en tant que candidat potentiel sur cette mission. Et ça, c'est un changement très important parce que j'ai constaté que les entreprises
il y a quelques années déjà, avait abandonné la matrice à 4 dimensions, celle qu'on a connue, qui mène à rien, qui complique les organisations, qui font les choux gras des cabinets de conseil, mais où la décision est difficilement discernable, se fait avec beaucoup de difficultés. Et l'entreprise, vous l'avez constaté sûrement, l'entreprise est passée en mode projet. Et le mode projet, c'est vachement pertinent parce qu'on identifie un boulot à faire, un projet particulier, on définit l'équipe qui va faire ce projet pendant une durée limitée, 1 an, 2 ans, 18 mois, 6 mois, quelquefois. Et puis, de temps en temps, on a besoin d'un bon chef de projet, c'est-à-dire d'un mec expérimenté qui a déjà réalisé ce genre de projet. Et donc, face à cette évolution de l'organisation de l'entreprise, il y a 4 ans, moi, j'ai créé ce groupe. Et donc, maintenant, les quinquas, les quinquas plus sont à la disposition d'Engie, si vous le souhaitez, pour diriger des projets chez Engie. Pour une durée limitée, ça ne vous engage à rien. Au bout de 6 mois, le gars, merci, good job. Et puis, on se quitte bons amis. Voilà. Merci à tous les trois, en tout cas, sur ce premier sujet. On a vu qu'il y avait beaucoup d'adaptabilité. Oui. Je peux juste, effectivement, quand je dis diversité, jeunesse, etc., aujourd'hui, je suis sur un public d'école, donc forcément, naturellement, et je suis en faute en disant ça, parce que je suis sur des raccourcis. Donc, je pense étudiants. En revanche, nous, quand je parle de diversité, c'est les personnes éloignées de l'emploi, c'est l'inclusion sociale, c'est l'ascenseur social, tout ça. Et aussi les seniors. Il ne faut pas oublier aussi une chose, et ça on le prévient, moi, en tout cas je le préviens en interne chez nous depuis un moment, depuis que je suis sur l'aspect technicien, parce qu'on a une pénurie, c'est qu'on est sur des départs massifs à la retraite. Donc ça veut dire que, et on n'a pas de quoi remplacer ces personnes-là qui sont une mine d'or pour nous d'un point de vue connaissance, d'un point de vue savoir et savoir-faire. Et donc même cette passation-là, ce qui nous fait peur, c'est qu'on n'a pas forcément encore… Donc oui, on a besoin des seniors, oui, on a besoin de faire le relais. Et voilà, c'est un scope qui a des connaissances que les jeunes, ou les moins, enfin en tout cas les moins jeunes, les plus jeunes n'ont pas encore actuellement. Donc oui, nous sommes aussi ouverts, très ouverts au profil senior. Merci à vous trois en tout cas. On voit donc, selon les organisations, vous êtes tous, on va dire, adaptés par rapport à la tendance du marché. Il y a un chiffre qui a beaucoup rayonné sur le web l'année dernière. Il y a une étude qui a été faite par Randstad auprès de 7 millions de candidatures. Il y a 41% sur ces 7 millions de candidatures qui viennent du marché caché. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En fait, je m'interroge sur la définition du marché caché. Parce qu'effectivement, nous tous ici, on a des job boards, on doit représenter des centaines de milliers d'alumni tous réunis. Et on a soit nos job boards sur Alumforce, soit mutualisés via des plateformes comme What's for You, par exemple. Alors, est-ce qu'on considère que What's for You ou nos job boards sont du marché caché ? Je n'ai pas la réponse, mais auquel cas, on fait effectivement partie de ces 41%. Néanmoins, c'est notre raison d'être. C'est-à-dire que nous, tous, réseau d'alumni, on a pour vocation de créer du lien, de mettre en relation des alumni avec des entreprises, donc soit en visio, enfin en présentiel, soit à travers des plateformes d'annonces, ou sinon, un autre pan de notre activité de réseau d'alumni, c'est d'organiser des événements et par ça, créer du lien et créer des opportunités. Donc, naturellement, vont se dessiner des opportunités d'emploi qui n'auront pas le temps de passer sur les job boards ou dans les cabinets de recrutement et seront honorés à travers des événements organisés par nous tous. Donc voilà, ce chiffre ne me surprend pas parce que finalement, je me dis que c'est le travail de chacun et notre boulot est de proposer des jobs à des personnes en transition ou qui s'interrogent ou de les mettre en relation avec nos entreprises partenaires. Voilà, donc j'ai toujours un petit sujet sur la définition de marché caché. Je pense qu'on y contribue, mais ça ne me surprend pas. En tout cas. Ok. Justement, tu parlais aussi, lorsqu'on en avait discuté, que tu avais une approche différente vis-à-vis des diplômés, que tu te positionnais presque, entre guillemets, un peu comme chasseur de tête au final. Oui, alors là, c'est plus par rapport à nos partenaires entreprises. En fait, on a ce que disait la personne de l'IPAC tout à l'heure, c'est que finalement, nos alumni sont les entreprises.
Donc, naturellement, ils reviennent vers nous pour proposer des opportunités aux diplômés. Donc, en fonction, c'est une réponse après qu'on donne aux entreprises, c'est un peu le cercle vert-feu. Donc, on identifie des diplômés à fort potentiel et puis après, on essaye d'y répondre en proposant. Donc, on fait office de chasseur de tête, mais un peu moins professionnalisé que les vrais cabinets sur la place de Paris. Néanmoins, on essaye, effectivement, ça passe un peu comme ça. Guy ? Oui. Moi, le chiffre me surprend et je pense qu'en fait, ce 41%, c'est une moyenne. Voilà. Donc, le marché caché pour un junior, un sortant d'école, 0-10 ans, il n'y en a pas. C'est le marché du job board. Les offres sont publiées, elles sont claires, on les trouve sur Alignforce, on les trouve sur les job teasers, on les trouve sur Welcome to the Jungle. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre, dès qu'on attaque les quinca plus, là c'est clair, le marché caché il est de l'ordre de 80%, voire 90%. Et c'est celui-là qui existe, qu'il faut attaquer et pour lequel personnellement, au service carrière, on entraîne les alumni. On les entraîne à faire du réseau, on les entraîne, on leur donne les outils pour justement accélérer la communication entre eux. Donc, moi, j'ai 2 fils WhatsApp qui crachent tous les jours beaucoup d'informations au niveau de ces réseaux de quinca et quinca plus. Et donc, voilà, le 41%, oui, bon, c'est une moyenne, mais ce n'est pas le cas. Côté NJ, est-ce que justement vous travaillez un peu ce marché caché indirectement, c'est-à-dire que vous avez des relations privilégiées avec un certain nombre d'établissements? Est-ce que vous allez les cueillir avant même de sortir des offres? Est-ce que vous travaillez pour faire en sorte que vous ayez des profils qui sortent de ces écoles? Comment vous travaillez justement sur ça? Oui, alors déjà, nous, c'était quand j'ai repris les chiffres de recrutement versus les postes publiés sur nos job boards, on était à un tiers. Donc, c'est déjà même un peu plus que 40%. Aujourd'hui, sur les alumni, dans les partenariats, dans le cadre des partenariats qu'on a avec nos écoles cibles, c'est de leur porter à disposition, avant qu'on lance notre campagne de recrutement, nos offres en avant-première. Donc, mais on reste parce que on a des process, on a quand même d'un point de vue d'équité aussi, on a des choses quand même à respecter chez nous. Mais c'est vrai que dans le cadre de partenariat, on va proposer en amont à nos écoles partenaires nos offres d'emploi avant de les publier au grand public. Après, il reste quand même un petit pool où c'est des nominations. Donc là, on n'a pas vraiment la main prise. En revanche, les choses changent parce qu'on vient à peine aujourd'hui d'adopter le fait qu'on traite, et c'est tard pour penser comme ça, mais on traite aussi bien un technicien qu'un DG dans le process de recrutement et de nomination. Donc, on n'est plus forcément. Puis en plus, on a internalisé notre chasse maintenant. On n'est plus sur des cabinets. En tout cas, pour toutes les fonctions, non. Sur les fonctions support, on l'a internalisé. Après, sur les fonctions business, sur les techniciens, etc., c'est trop cher pour. Donc, du coup, voilà. De toute façon, l'un dans l'autre, on fait de moins en moins appel à des cabinets de chasse. Donc voilà, et effectivement sur certains postes de directeur général, en tout cas de haut management, on reste quand même sur des nominations, et là, on n'est plus sur du job board du tout. Donc on voit qu'il y a un marché caché qui existe, en tout cas, ça c'est sûr. Et justement, comment le réseau au sens large, même le réseau d'ailleurs corporate, si je puis dire, corporate alumni, se positionne dans l'accompagnement de la carrière. Ça, c'est un point que beaucoup de réseaux se posent. C'est OK, jusqu'où on va, à partir de quand on commence. Dans une association, est-ce qu'on commence dès la première année lorsque l'étudiant rentre dans l'école? Est-ce qu'on le cueille, entre guillemets, à sa diplomation? Comment vous positionnez, entre guillemets, le réseau alumni au sens large dans l'accompagnement de la carrière? Alors déjà, le réseau alumni, comme je disais tout à l'heure, c'est une nouveauté chez nous, mais c'était un fort besoin. Jusqu'à maintenant, c'est la première fois depuis 1945 des statuts des entreprises électriques et gazières que ça existe.
Donc, du coup, c'était quelque chose, quand je l'aborde aujourd'hui, les réseaux d'alumni, on me regarde avec des grands yeux, mais ouf, c'est enfin ce qu'on attend depuis des décennies. Donc, du coup, c'est plutôt très bien accepté. Après, pour mettre en œuvre, c'est un peu plus compliqué. Déjà, on n'a pas la culture de la data. On n'avait pas du tout les outils internes. Donc, merci encore une fois à Alumforce. Parce que là, pour le coup, je précise, hein, c'est moi qui suis allée chercher à Alumforce désespérément pour justement monter ce projet. Mais une fois, alors, qu'est-ce que c'est que la définition d'alumni chez Engie? C'est un ancien diplômé actuellement en poste. Donc, la personne, le collaborateur doit être en CDI, en CDD, pas externe, donc pas d'intérimaire ou autre, et pas d'alternant ni de stagiaire. C'est obligatoirement quelqu'un qui est en poste chez nous. La question m'avait été posée à l'époque par un de mes collègues, un des directeurs talents, qui a eu, lui, en parallèle, un autre projet sur les alumni. Donc, c'est les alumni entreprises. Donc, c'est ceux qui quittent Engie pour revenir, diplômés à 80% diplômés de nos écoles. Donc, une fois qu'ils sont sur cette plateforme-là, on les accompagne, on les forme, notamment les profils d'ingénieurs sur le marketing de soi, qui est beaucoup plus facile sur les profils business school, et aussi sur les universités ou les plus petites écoles. Encore une fois, quand je dis diversité, on est sur les plus petites écoles aujourd'hui, ce qui était tabou à l'époque sur certains postes chez nous. Donc, voilà, ces alumni-là, qui est, par exemple, un alumni qui est d'une petite école de commerce ou une moyenne école de commerce ne se sentait pas légitime à côté d'un polytechnicien, à côté d'un centralien, d'un X. Donc ça, voilà, on les accompagne. Vous parlez en tant qu'Engie, vous êtes avant tout un ambassadeur Engie. On les développe et après, ça crée quand même un réseau interne, effectivement. Donc déjà, on sent, moi, c'est vraiment le feeling que j'ai, c'est le sentiment d'appartenance. Nos collaborateurs, là aujourd'hui, il y a une journée chez Centrale, décidément, je les cite beaucoup, mais il y a une journée chez Centrale, mais c'est un alumni mine que j'ai envoyé aujourd'hui pour les pitcher au nom d'Engie, parce qu'il avait la compétence, et non pas forcément parce que c'est un alumni. Mais voilà, c'est un ambassadeur avant tout. Après, il y a un marché aussi interne, donc on va organiser, parce que c'est tout récent, ça fait quoi, 1 an qu'on a mis le projet en place, on va organiser des workshops, pas des workshops, enfin si des workshops c'est en cours, mais des after-work, des moments un peu plus conviviaux pour que ça crée quand même un réseau entre eux, et ensuite peut-être des systèmes de cooptation. Voilà. Mais avant tout, c'est un ambassadeur, donc c'est un levier important pour nous d'attractivité, de recrutement auprès des écoles, parce que les étudiants s'identifient tout de suite et peuvent se projeter beaucoup plus facilement. Géraldine, justement, le Life Project, je crois que c'est positionné sur 3 piliers. Il y a l'approche individuelle, l'accompagnement, le développement. Je te laisse un peu présenter ça. Oui, alors nous, juste pour revenir sur ce que disait Sana, notre définition d'alumni, c'est étudiant. Donc, je mets un pied dans le campus. Je suis déjà alumni et je fais partie du réseau des diplômés ou futurs diplômés. Et je pense que ça a beaucoup de sens en fait aujourd'hui. Et je pense que ça rejoint cette logique de Life Project. C'est lorsque les étudiants choisissent HEC, c'est d'une part pour la formation académique, mais c'est aussi pour le réseau. Donc, en fait, il y a cette projection de se dire j'aurai un diplôme, mais je pourrais aussi m'appuyer sur 70 000 pairs, quels que soient mes choix professionnels. Donc, aujourd'hui, nous, dans ce Life Project, on en parle, même s'ils ne sont pas forcément très sensibles quand ils arrivent sur le campus, des problématiques carrière. Et en fait, lorsqu'ils arrivent dans le réseau à proprement parler, après les diplomations, on les cueille, comme tu le présentais, mais plus par rapport à des sujets d'événements, d'afterwork, de liens, de culture du réseau, comment je travaille la démarche réseau, comment je vais prendre contact avec des alumni qui sont basés dans des chapters à l'étranger. Donc, ils sont plus en attente de ce genre de choses que de finalement recherche de job dès le départ à la sortie du campus. Ils ont globalement fait des stages qui leur permettent d'intégrer les entreprises ou de monter leur start-up. Donc, on n'est pas forcément très présent sur la dimension carrière pour les tout jeunes diplômés. Enfin, on l'est, mais ce n'est pas forcément notre cœur de cible. Et puis après, ils reviennent assez naturellement vers 30 ans vers l'association.
après des parcours à l'international ou des vies perso qui deviennent un peu plus équilibrées et avec un besoin de s'installer. Donc là, on arrive pour répondre à cet accompagnement aussi bien pro que perso. Et par rapport à ta question, du coup, Baptiste, effectivement, nous, on intervient sur 3 leviers et qui répondent aussi, suite au changement de marque, une volonté d'avoir changé un peu la programmation. On a toujours notre offre que je vais définir comme traditionnelle, donc comment faire un CV, les accès au job board, l'apprentissage de prise de parole en public ou comment je vais défendre mon CV ou mon parcours. Donc, ça reste naturellement un pilier sur lequel on est attendu par les alumni. Et après, il y a toute une partie individuelle et collective qui passe par du coaching, par des partenariats qu'on a avec des entreprises comme Switch Collective, que vous connaissez peut-être, ou comme Lavarap, qui aide aussi les diplômés à switcher ou à travailler une transition. Et on a et puis d'autres partenaires, et après on a un 3e pilier que du coup on a développé depuis 1 an, qui sont des cycles de conférences inspirationnelles. C'est-à-dire que ça rejoint finalement toutes les questions que les diplômés peuvent se poser, et nous tous, diplômés HEC ou pas, mais c'est la place que va occuper ma réflexion sur ma santé mentale au travail, l'épuisement professionnel. Je suis un haut potentiel intellectuel, comment je vais m'adapter dans une entreprise ou comment l'entreprise doit s'adapter à ce type de profil. Donc, il y a plein de sujets, ou l'éco-anxiété, ou enfin bon, je peux vous faire toute la liste, mais c'est des sujets qui n'étaient pas forcément abordés ou en tous les cas packagés de cette manière-là il y a encore quelques années. Et on se dit que ça répond à ce life project, c'est-à-dire qu'on doit répondre aussi à toutes les interrogations un peu connexe à la réflexion du travail, mais qui va avec la quête de sens, l'impact que j'ai. Je choisis une entreprise, mais aussi pour l'impact que j'aurai au niveau ESG. Et voilà, nous, on essaye de répondre via ce levier-là à des sujets sur lesquels on n'était pas positionné il y a encore quelques mois. Et un dernier point, tu me parlais de développement de l'activité relations entreprises. Relations entreprises qui arrivent dans des associations, c'est un peu nouveau. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, quelques mots. C'est assez simple. Il y a encore beaucoup de choses à faire côté HEC Alumni sur le développement des relations entreprises, pour la simple et bonne raison que nous, on est organisé, HEC Alumni est statutairement complètement indépendant de l'école. Donc, on est une organisation de 24 collaborateurs. Et il y a encore, le parcours n'est pas sans couture entre l'entreprise grand compte qui est sur le campus, qui va financer une chaire, qui va accompagner l'employabilité des jeunes diplômés dans son entreprise. Et puis après, voilà, il y a une petite rupture et on récupère après l'entreprise. Donc là, on s'efforce, ça fait partie des projets en cours, mais justement pour que ce parcours soit réellement sans couture pour l'entreprise, qui viendra financer une chaire, des réflexions sur le campus et qui pourra accompagner ensuite les diplômés à travers le réseau. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs partenaires entreprises qui vont organiser des événements parce qu'ils sont en recherche de talents. Et du coup, nous, on va les recruter en fonction des profils souhaités, de la diversité, des plus jeunes aux plus vieux. Et voilà. Mais voilà, on n'a pas aujourd'hui, c'est pas encore très packagé, mais voilà. C'est en cours. C'est en cours. Et Guy, côté justement Centrale Supélec Alumni, on est assez proche d'HEC. Je les trouve quand même très forts pour relooker une association qui a je ne sais plus combien d'années et en fait offrir pratiquement les mêmes services tout en changeant de nom. C'est le marketing, ça j'avoue, j'admire. On les applaudira à la fin pour ce tour de force. En ce qui concerne Centrale Supélec Alumni, un peu comme quand je suis arrivé en 2013 à ce poste, moi je dis il faut qu'on fidélise les jeunes. J'avais été picousé moi-même très tôt, en 1975, donc ça remonte quand même à presque un demi-siècle. J'avais été élu administrateur de l'association des centraliens. Donc j'étais tout jeune, j'avais 25 ans. Et je me suis dit, ce qui a marché chez moi, puisque je suis resté fidèle à mon association, pourquoi ça ne marcherait pas encore maintenant? Voilà. Et donc, nous, les étudiants qui rentrent dès le premier jour de la rentrée,
sont membres de l'association. Ils payent une petite, non pas cotisation, on n'a pas le droit, mais une petite participation qui est valable sur les 4 ans, en gros, de leur cursus. Et ils bénéficient des services du pôle carrière en particulier, comme tout alumni qui paye sa cotisation. Voilà. Donc, fidélisation. Ensuite, une autre façon d'accroître le réseau et l'efficacité du réseau sont les groupes professionnels. On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais quand vous utilisez un outil comme Alumforce, vous pouvez créer des réseaux de groupes professionnels, groupes régionaux, groupes internationaux, les délégués de promo, ça je pourrais y revenir. Les groupes sportifs, etc. Et les groupes professionnels, les animer, c'est justement rendre une possibilité de pont entre des alumni expérimentés et puis des élèves qui peuvent venir se renseigner sur tel ou tel secteur et participer gratuitement d'ailleurs aux événements organisés par ces groupes professionnels. Pour les promos, c'est plus compliqué parce que moi, ma promo, on était 300, 310 exactement. Je suis délégué de promo, je suis bien placé pour le savoir. Maintenant, les promos, c'est 950. Et si vous avez dirigé des organisations, moi, j'étais directeur d'usine voilà, à de multiples reprises, 500 personnes, j'arrive à retenir tous les noms. Et dans la rue, je croise quelqu'un, je dis « Bonjour, madame ». 900, j'y arrive pas. 300, ce n'est pas un problème. Et donc maintenant, on est confronté à la disparition d'un relais qui était important dans les écoles, qui était le délégué de promo. Et il faut qu'on trouve une autre façon. Alors bon, je pense avoir trouvé la solution. Mais et là, je pense qu'un outil comme Alumforce va nous aider à adapter cette solution. Et en fait, c'est attaquer les micro-réseaux. Donc, les micro-réseaux, c'est les rameurs, c'est les Central 7, pour nous, c'est les rugbyman, c'est les mecs qui préparent le raid, c'est les anciens du BDE, les anciens de la junior entreprise, etc. Et là, il y a des micro-réseaux qui marchent très, très bien. Et là, une nouvelle fois, mon expérience personnelle, moi, mon cercle le plus rapproché, eh bien, c'est mes copains de l'Aviron. On était 8 sur le bateau et on continue à se voir tous les 8, 50 ans après. Tu nous disais aussi que l'accompagnement de la carrière, ça fait partie clairement du statut propre de l'association. Absolument. Notre association, elle date de 1862 et dans ses statuts, la première mission, c'est de développer le réseau, créer le réseau, l'animer et aider. Alors, ce n'est pas dit comme ça dans le statut originel, mais c'est aider à l'employabilité. Et dans les nouveaux statuts de notre association, puisqu'on a fusionné en 2020 avec les Supélec, donc on a de nouveaux statuts, on est toujours association reconnue d'utilité publique, mais la première mission, c'est le réseau et c'est aider nos membres dans leur employabilité. Voilà, donc c'est statutaire. C'est pour ça qu'il y a des associations d'alumni et la nôtre, bien sûr, en fait partie. Merci à vous trois, en tout cas. Je pense que ça a été assez riche au niveau des informations. Est-ce que, justement, vous, dans le public, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des remarques, des suggestions? Non. Alors, de par nos statuts, nous n'avons pas le droit nos alumni doivent être diplômés. Donc, forcément, un élève qui rentre le premier jour, il n'est pas encore diplômé, donc il est membre. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de participation et non pas de cotisation, premier point. Et deuxième point, c'est une participation qui est volontaire. Donc, en fait, mais globalement, tout le monde souscrit. Pas forcément le premier jour, mais en gros, au bout de 3 mois, on a la totalité des élèves qui ont compris que c'était bien de faire partie de l'association des anciens et qui souscrivent et qui payent leur petite participation. Bien sûr, l'annuaire électronique,
ce sera effectivement, c'est un service essentiel au niveau d'un réseau d'alumni. À tout point de vue d'ailleurs, parce qu'on a parlé du marché caché de l'emploi, mais moi, il y a un marché caché que j'explique aux étudiants parce qu'ils en ont besoin. Dans leurs associations, ils ont besoin de sponsors. Et personnellement, je ne connais pas un endroit au monde où on puisse trouver 200 sponsors prêts à lâcher du fric pour organiser une régate à la voile, quoi. Bon, voilà. Et ça, c'est le marché caché typiquement. Et donc, personnellement, je vais prodiguer un petit cours d'1 heure sur le réseau auprès des élèves en leur disant, les gars, ce n'est pas pour trouver du boulot, hein. Pour vous, ce n'est pas la peine, il y a les job boards, il y a l'Une-Force, il y a tout ce qu'il faut. Mais par contre, quand vous aurez besoin de trouver un sponsor pour organiser le raid Centrale Supélec, ben là, peut-être que vous aurez besoin de faire du réseau. Donc, voilà comment faire. Si, tout est... Non, c'est 75 € pour les 4 ans. Voilà, donc c'est quand même très abordable par rapport aux frais de scolarité d'une école de commerce. Il y a une question au fond. On peut peut-être apporter un micro, parce que là, je pense que ça va être compliqué à entendre. Oui, en termes d'organisation, est-ce que vous, Guy, vous êtes salarié de l'association, salarié de l'école? Comment ça se passe entre l'école et l'association? Très sollicité ce matin. Donc, le réseau Centrale Supélec fonctionne sur 3 piliers. Alors, il y en a 3,5, je dirais. L'école, bien entendu, hein, c'est pour ça qu'on existe. C'est parce qu'il y a une école qui a été créée pour nous en 1829 pour ce qui est de Centrale et en 1896, je crois, pour Supélec. Un deuxième pilier, c'est la fondation, donc qui est également complètement indépendante, et puis l'association des alumni. Donc, 3 piliers. Le pilier ennemi, c'est un peu la résidence des élèves, c'est donc qui est quand même un grand hôtel. On a 2500 chambres à gérer. Moi, j'en ai été le président pendant plusieurs années. Là, j'ai passé un peu la main, mais voilà, c'est une préoccupation importante qui est considérée au niveau de l'école comme un élément important. Parce que pour qu'un élève soit heureux dans son école, il faut également qu'il soit heureux dans sa vie associative et dans sa vie d'homme ou de femme. On va prendre une dernière question et après on va aller au café. Est-ce que vous avez organisé à l'intérieur d'Engie des amicales d'alumni de toutes les écoles, enfin que les différentes écoles puissent se retrouver à l'intérieur d'Engie? Oui, absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. La plateforme est toute récente chez nous. Mais à partir de septembre, on va mettre en place des réseaux, des événements physiques pour que les alumni puissent se rencontrer déjà physiquement, échanger aussi les opportunités et tous les bénéfices d'un réseau. Mais déjà sur la plateforme, ils ont aussi la possibilité de créer des groupes. Et la plateforme en elle-même, c'est un réseau d'alumni, toutes écoles confondues. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, c'est un groupe global. C'est une plateforme qui s'appelle Engie Alumni. Et ces alumni-là, ce sont tous les alumni de nos écoles cibles, mais tout le monde est traité de la même enseigne, quoi. De correspondant entreprise, école? Non. Oui. Ah si, absolument. Enfin, les sous-communautés, elles sont faites naturellement quand... moi, j'ai ma data, si vous voulez. Ma data, c'est les alumni de telle école. Donc, voilà, j'ai un fichier par école où j'ai mes alumni. Non, il n'y a pas vraiment d'ambassadeur. Après, ça se fait aussi entre eux. Enfin, moi-même, je suis alumni du Grande École, je suis ambassadrice de l'école, mais officieusement chez Engie. Mais officiellement, on ne l'a pas fait. Mais c'est une bonne remarque.
c'est encore nouveau, donc du coup, je la prends en considération. Mais c'est vrai que le contact, en fait, on privilège, je suis l'intermédiaire face à l'école sur toutes les actions menées à l'école. Pour l'instant, c'est vrai qu'il a été déjà difficile de reconstituer ces relations-là, donc je reste aujourd'hui un peu la voix. Mais effectivement, si je peux déléguer après, ce serait formidable. Parce que nous, effectivement, on a des clubs entreprises, donc c'est à l'initiative des diplômés et qui peuvent être chefs de file chez Deloitte ou peut-être même chez Engie. Voilà. Après, c'est vraiment des initiatives qui sont propres aux diplômés qui s'investissent bénévolement, mais pour se retrouver. Et même chose, pourcentage CPLEC, je crois qu'on a une vingtaine d'ambassadeurs d'entreprises, essentiellement dans les grands groupes, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un effet de masse non négligeable. Alors chez Engie, je vérifierai s'il y en a un. J'avoue, je ne les connais pas par cœur. En revanche, j'ai dans les écoles un ambassadeur étudiant ou ancien diplômé, ambassadeur chez nous, mais qui n'est pas forcément collaborateur. Mais effectivement, votre marque est pertinente. Il a existé des clubs, mais en fait, c'est pour un peu casser le côté élitiste, casser le côté un peu restreint qu'il a toujours existé et qu'on aimerait vraiment élargir. Ça crée après des... Non, mais c'est bon, termine ta phrase quand même. Mais ça crée voilà, des côtés un peu élitistes qu'on aimerait là où on va à l'encontre. Oui, c'est plus facile pour le recruter, mais on a d'autres solutions pour recruter. Donc, ce n'est pas celui qu'on privilégie. Après, les communautés, encore une fois, qu'est-ce qu'est la différence d'avoir un représentant d'alumni par école qui est privilégié ou un ambassadeur? Moi, j'ai fait de la marque employeur chez PwC pendant 10 ans. Donc, le sujet, je le connais par cœur. Je connais très bien aussi, par ailleurs. Et je sais. Et au départ, en fait, ils ne voulaient pas, justement, pour les mêmes raisons que tu cites, en fait, faire des systèmes de University Team. Et en fait, tu te rends compte que si tu ne le fais pas, la force de frappe pour aller recruter 1000 personnes, 1200 personnes, tu ne l'as pas. Donc, tu es obligé de le faire. Et en même temps, c'est une force de frappe qui est incroyable pour déployer sur plein de campus. Donc, il faut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire avoir les objectifs de diversité, parce qu'il en faut aujourd'hui, c'est indéniable, et en même temps avoir cette force de frappe. Nous aussi, chez Neoma Alumni, on a des systèmes de firm management. On a une quarantaine en fait, d'entreprises où on a des alumni et on fait des événements avec eux. Et ça marche super bien. Donc, il faut lier en fait campus management avec les groupes en fait, en interne, où vous faites ça pour le recrutement. Et nous, en fait, on anime aussi de notre côté en fait, ces anciens parce que ça leur permet de décloisonner aussi. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un d'une activité technique qui va parler avec un grand patron, tout d'un coup, ils ont un accès direct qu'ils n'auraient pas autrement. Et c'est ça qu'ils recherchent, nos alumni. C'est vraiment le lien, absolument, en fait. Bien sûr. Mais attendez, je me suis peut-être mal exprimée, mais depuis le début, c'est ce que je dis. Cette communauté d'alumni, c'est quoi l'ultime enjeu? C'est d'aller représenter Engie auprès des écoles. Mais après, d'identifier quelqu'un plus que l'autre, un référent, ça, c'est ce que je veux éviter d'avoir parce que, ouais, je comprends. Mais moi, dans mon pool de 60 alumni Kedge Engie, les 60, je fais un appel en candidature quand il y a une action à mener dans cette école. Et c'est après, nous, on filtre quand même en termes de prise de parole en public. Vous voyez, la personne, il faut qu'elle soit quand même à l'aise. La seniorité aussi peut être un impact, le métier, etc. Mais on les fait tous pitcher au même titre, de manière équitable. Mais j'entends. Merci en tout cas à vous trois. Je pense qu'on peut vous applaudir.